ramasser des objets, mais c'est aussi, nous participons à un devoir, et là j'ai bien aimé votre expression, à ce devoir de mémoire. Nous avons un rôle à jouer, nous avons une mission à remplir, et quelque part nous sommes des porteurs de symboles, nous avons des témoins que nous devons passer aux autres, à ceux qui ne savent pas, parce que justement, pour pas que l'information se perde, si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Donc notre mission est d'autant plus importante. Et en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui, ou les réunions mensuelles, nous participons quelque part à un devoir de mémoire collectif, où nous nous permettons et nous nous remémorons des événements qui permettront de sauver des témoignages historiques. Voilà. Mais les autres ne sont pas interdits, hein. Vous avez le droit, par exemple, d'adhérer à un club initiatique. C'est au contraire, à mon avis, le président là-bas, Philippe, d'avoir des cartes en réserve dans la poche, et puis vous avez le droit de remplir votre mission autrement. Donc on continue le petit inventaire. Allez. Alors, vous allez voir, enfin, malheureusement, vous n'allez pas voir pour certains. Excusez-moi, petit problème technique, mais ça... Voilà. Le problème, c'est que les publications jusqu'à une date très récente ont souvent été de très mauvaise qualité. Alors, ça pourrait être aussi celui qui a fait les scans, qui pourrait être de mauvaise qualité, mais malheureusement, donc, ce sont des ouvrages. La numismatique, donc jusqu'en dans les années 1920, c'est du dessin. Donc, ce que vous avez vu pour le médaillon d'Alexandre Sévère, c'est pour toutes les autres. Et la photo apparaît relativement tardivement en numismatique, elle apparaît à la fin du 19e siècle, et ne va se répandre surtout qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez, pour Anduze, hier, je vous ai dit, on travaille encore avec des ouvrages du 19e. En romaine, c'est pire. L'ouvrage de référence en français, et d'Henri, vous connaissez tous ceux qui font la romaine, c'est Henri Cohen, publié entre 1880 et 92, 8 volumes, et on travaille encore avec ça aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous dire que les Anglais, les Allemands, les Italiens rigolent doucement, parce qu'eux, ils ont des bouquins un tout petit peu plus récents. Donc il y a un énorme travail aussi à faire, à refaire. La numismatique française a été certainement, les chercheurs français ont été les plus en pointe entre 1830 et la guerre de 14. Il y a eu la guerre de 14, on a perdu une grande partie de la génération dans cette guerre. Ensuite, il y a eu l'entre-deux-guerres, puis on a la deuxième. Et c'est seulement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a une renaissance des études numismatiques. Il y a de plus en plus de gens. D'entendre, je vous rappelle quand même que le numismatique était une question au jeu des 1000 francs. Hein. Ça rapportait 300 balles. Ça valait plus quand même. 300 francs, ça fait combien d'euros? Oh, 20 euros. Bien avant, on a un énorme retard. On a un énorme retard de publication, on a un énorme retard d'inventaire, on a un énorme retard de sous. Parce que malheureusement, il y a bien eu l'époque Malraux et l'époque Lang, mais la culture a été un tout petit peu sacrifiée dans les vies. Et puis c'est pas dans les conditions actuelles qu'on risque d'avoir beaucoup de sous pour l'archéologie. C'est après tout, le passé c'est important, mais il y a d'autres choses encore plus importantes et plus urgentes. Donc là aussi, nous avons un travail à faire pour la conservation de l'information. Donc ici, vous avez des exemples de pièces donc, qui sont tirées, heureusement, en 1982, oui, 82, je dis bien, le catalogue des musées de Nîmes a été publié. Donc Nîmes, aujourd'hui, a un musée très important, grâce à tous les travaux qui ont été faits depuis le 19e siècle, et en particulier à un chercheur au début du 20e qui s'appelait Espérandieu, et qui a publié le catalogue du musée, des trouvailles de Nîmes, puis ensuite du musée de Nîmes. En plus, dans le Gard, vous avez une particularité. Vous savez qu'aujourd'hui, on a la carte archéologique. La carte archéologique a un but bien précis, c'est de couvrir, c'est l'origine d'un travail de Michel Provon, qui s'est associé plusieurs bonnes centaines de chercheurs principaux, et toute l'aide nécessaire de tous ceux qui voulaient bien y participer. Actuellement, on a à peu près la moitié des départements couverts, donc certains départements ont de la chance, comme le Gard, 3 bouquins à eux seuls, puis il y a des départements qui n'ont rien encore. D'accord ? Mais en attendant, on a des choses. Eh bien, le Gard a eu une première série, car la carte archéologique de la Gaule s'appelait la carte archéologique de la Gaule romaine. Et l'un des premiers volumes a été publié par Adrien Blanchet en 1941, et M. Louis, qui était un très grand paléontologue. Et donc, on a déjà un premier inventaire, si bien que le Gard a pu être, disons, favorisé par rapport à d'autres départements, par une recension de tous les chercheurs. Car en fin de compte, comment l'information se conserve-t-elle? Un journal va dire un trésor ou des monnaies ou un objet trouvé à tel endroit. L'information est reprise par d'autres journaux, qui d'ailleurs ne vont pas forcément la copier justement, avec des erreurs, ou en la modifiant, ou en brodant. Puis ensuite, ça va intéresser un archéologue qui va aller voir sur place, qu'est-ce qu'on a trouvé réellement, qui va faire une notice, qui va prendre un procès-verbal de déclaration qui a été déposé à la mairie ou à la gendarmerie. Puis ensuite, à partir de cela, il y aura peut-être un inventaire des pièces, puis ensuite la publication des pièces dans une revue archéologique. Alors tout ça, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Pour l'instant, le trésor qui est le plus
trouvé en 1893, Évreux, 120 000 pièces, toujours pas publié. Il est au cabinet des médailles, il dort et il risque, à mon avis, de dormir encore un peu. Puis par contre, il y en a d'autres, comme le Trésor des Roses, découvert en 1985 et publié en 1991. Donc ça dépend aussi un petit peu des gens qui travaillent, ou qui travaillent pas d'ailleurs. Mais en attendant, votre mention va être reprise et va être, en fin de compte, avoir une filiation, un historique. Et c'est ce que vous avez donc dans la petite brochure. Vous avez la première partie qui est le commentaire, et la deuxième partie, c'est tout l'inventaire. Et cet inventaire, c'est grâce au travail des archéologues ou des numismates que nous l'avons. Il y a d'abord le travail local, des archéologues locaux, puis ensuite des gens qui ont fait des recensions de tout ce qui avait été trouvé. Et en particulier pour l'or, on a une chance, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, hein, on cherche un peu des fois la facilité. C'est le catalogue des monnaies d'or romaines trouvées en Gaule, qui a été fait par Xavier Loriot et Jean-Pierre Calu en 1992, enfin 90-92, et l'inventaire des trouvailles de monnaies d'or en Occident romain, qui avait été fait 2 ans avant, et en réalité a été publié 2 ans après, si bien qu'ils sont parus la même année. Mais on a donc un ensemble très important qui fait la recension de toutes les monnaies d'or trouvées pratiquement dans l'Occident romain, c'est-à-dire Bretagne, Espagne, Gaule, Belgique actuelle, Germanie romaine, Suisse et le nord de l'Italie. Si bien que ça permet de faire des comparaisons. Alors, à quoi ça sert? De voir premièrement est-ce que c'est riche ou pas riche. Alors, par exemple, si je comprends, allez, on va jouer un peu les nordistes. Le Gard, à votre avis, c'est un département riche, donc 28 mentions de trouvailles. Une trouvaille, un solidus, enfin c'est un poids de solidus. Et puis on a 4 trésors sûrs, 2 trésors pas sûrs, et puis le reste en monnaie isolée. C'est beaucoup, pas beaucoup? Oui. Petit joueur. Moi à Paris, 2 trésors de monnaie d'or, 774 oreilles au lycée Napoléon au Charlemagne en 1868, puis le trésor de la rue Médicis, 2000 oreilles en 1860. Puis je vous rappelle, Lutèce, c'était une toute petite ville par rapport à Nîmes. En attendant, nous on a de l'or, plus les trouvailles du petit pont, etc. C'est normal, je suis dans le sujet, c'était mon sujet de DEA. Donc Paris, ça me valait un petit peu. Mais donc Nîmes est riche, oui, parce qu'il y a un trésor et puis plusieurs mentions, mais c'est pas plus riche que Lutèce. Et à mon avis, Lutèce a beaucoup moins d'habitants au IIe siècle de notre ère que Nîmes. Mais néanmoins, le Gard est riche. Donc qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est savoir ce qui a été trouvé comme pièce et ensuite comment l'information a été reprise. Si vous avez un département, vous avez un très bon archéologue qui fait son boulot correctement et qui suit ce qui sort, vous allez avoir beaucoup plus de trouvailles que dans un département où les gens, au de l'or, il y en a à confusion, de toute façon c'est pas grave, s'il y en a un plus ou un moins, ça ne se verra pas. Donc attention à ça, si on fait une carte de comparaison, c'est ce à quoi se sont livrés Xavier Loriot et Jean-Pierre Calu, ils ont fait la liste de tous les oreillers, toutes les périodes, et ils ont établi une sorte de corpus. Et bien sûr, le Gard répond en très bonne place. En 1900, quand Adrien Blanchet publie le premier essai sur les trésors, à votre avis, combien de trésors? Alors je vous ai dit, aujourd'hui on a 420 mentions, on a environ 80 trésors dans le Gard. À votre avis, en 1900, il y avait combien de trésors connus? 3. Moins qu'à Paris. Donc le Gard, ça intéressait pas beaucoup. Mais pourquoi? Parce que le sujet d'Adrien Blanchet en 1900, c'était les trésors de monnaie romaine trouvés en Gaule et les invasions germaniques. Et les invasions germaniques au IIIe siècle, ils ne sont pas beaucoup baladés, les Germains, en Gaule du Sud. Ils se sont arrêtés avant. C'est le contraire de maintenant. Les Germains, ils descendent jusqu'au bout. Eux, ils se sont arrêtés avant. Donc, ça fausse aussi l'information. Il faut bien faire attention à la manipulation et à l'interprétation de l'information. Allez, on va continuer. Bon, est-ce que tout le monde suit? Ouais? Personne ne dort encore? C'est parfait. Alors, celui-là, c'est fait. On n'en parle plus. Celui-là, c'est fait. Ah, celui-là. Alors, je suis désolé, la photo est un peu brûlée, mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ça tient du tramage de la photo. Donc, c'est un auréus de Néron frappé sous Claude. Bah oui, parce que Néron, vous savez, le fils d'Agripine, celui qui a tué sa mère, celui qui a tué sa femme, enfin, un mec sympa, a été adopté d'abord par Claude, qui est aussi son oncle. C'est une histoire de famille, hein, ça. Et Néron a donc été César entre 50 et 54, alors que Claude avait un fils de Messaline qui s'appelait Britannicus et qui aurait dû lui succéder, qui se rappelle de Britannicus. C'est qui l'auteur déjà? Ouais. Ah, là quand même, bon d'accord, ça va. Ils suivent et ils connaissent. Bon, on ne vous demandera pas le verbe, la scène 1, acte 1. Ça c'est bon, mais donc, en effet, Britannicus, Racine. Et donc, Néron a été César de 50 à 54. Et là, vous avez un auréus trouvé, alors celui-là est trouvé à Lodin, et il est trouvé au 19e siècle. Et on a une chance extraordinaire, c'est qu'il n'est pas conservé à Lille.